Bienvenue sur les cours de Jean-Phi pour une leçon consacrée à la complétude, aux espaces complets. Et on va commencer par parler de suite de Cauchy. Cauchy, l'immense mathématicien, un des plus grands mathématiciens du 19e siècle. Il est né fin du 18e siècle. Oui. Il a travaillé dans tous les domaines des mathématiques, y compris l'algèbre, mais son nom reste très lié évidemment à l'analyse, aux fonctions holomorphes, aux séries, etc. Très grand mathématicien, aux intégrales même. C'est quoi une suite de Cauchy? Dans un espace métrique, la suite est dite de Cauchy si quel que soit epsilon positif, il existe n, tel que np supérieur ou égal à n, implique que d de xn xp est inférieur à epsilon. C'est-à-dire que on peut rendre les xn très près les uns des autres à partir d'un certain rang. ED, un espace métrique, tout de suite convergente et de Cauchy. Démonstration, si xn tend vers A, quel que soit epsilon positif, on a ça. Et donc pour np supérieur ou égal à n, on a ça. Et je me suis trompé, c'est sur 2. Mais vous l'aviez rectifié. Et donc, j'applique l'inégalité triangulaire et j'ai tout de suite que la suite est bien de Cauchy, puisque pour np supérieur ou égal à n, d de xn xp est inférieur à epsilon. La réciproque est fausse, je prends A égale l'intervalle semi-ouvert de R muni de la distance habituelle. Donc c'est un sous-espace métrique pour une distance induite. Et je considère la suite xn égale 1 sur n qui appartient à A. Xn moins xp est égal à ça, inférieur ou égal à ça. Et je peux le rendre inférieur ou égal à 1 sur n plus 1 sur n si les deux sont supérieurs ou égaux à n. Pour epsilon positif, je prends n tel que n est un entier supérieur ou égal à 1, supérieur à 2 sur epsilon. Alors np supérieur ou égal à n va impliquer que l'on ait ça, et donc ça. Mais pourtant, xn n'est pas convergent, donc elle va être de Cauchy. Ça j'aurais dû le mettre, xn est de Cauchy. Xn de Cauchy. Mais pourtant, elle n'est pas convergente. Alors, en fait, elle est convergente dans R. Parce que 1 sur n, évidemment, ça tend vers 0. Mais 0 n'appartient pas à A. Donc, en fait, elle n'est pas convergente dans A. Voilà. Alors, cela vient du fait que A n'est pas complet. Dans ED, toujours espace métrique, si xn est une suite de Cauchy ayant une valeur d'adhérence A, alors xn est convergente de limite A. Démonstration epsilon positif, comme elle est de Cauchy, on a ça. Et comme il y a A est une valeur d'adhérence, il existe K, et je le fixe, tel que d de xk à A, distance de xk à A, est inférieur à epsilon sur 2. Bon, ce K, là, je le prends supérieur ou égal à n, j'ai dit. Donc là, je remplace mon P par K, puis je vais dire que d de xn xk est inférieur à epsilon sur 2, quel que soit n supérieur ou égal à grand N. Donc pour n supérieur ou égal à grand N. J'applique l'inégalité triangulaire, les deux sont inférieurs à epsilon sur 2, donc ça va être inférieur à epsilon, et donc là je vois bien que la limite de xn est égale à A. Voilà, et si ED est un espace métrique, que xn est une suite de Cauchy, admettant une sous-suite convergente, alors elle va être convergente, et là c'est évident, puisqu'elle admet une sous-suite convergente, on est dans un espace métrique, on sait qu'alors, si cette sous-suite converge vers A est une valeur d'adhérence de la suite. Et donc, d'après ce qu'on a démontré avant, xn va converger et avoir la limite A. Remarque, on a déjà vu dans la leçon espace métrique que les distances uniformément équivalentes dd' sur un ensemble E, donc équivalente, ça veut dire ça, implique que la topologie de D est la même que la topologie de D'. Donc, si une suite xn est convergente de limite A dans ED, elle est convergente de limite A dans ED'. Et si une suite xn a une valeur d'adhérence A dans ED, elle a la même valeur d'adhérence A dans ED'. Ça, on l'a déjà vu. Mais là, on va rajouter autre chose, c'est que dire que xn est une suite de Cauchy de ED, ça équivaut à dire que xn est une suite de Cauchy de ED'. Bon, il suffit de faire la démonstration dans un sens. Si xn est de Cauchy dans ED, quel que soit epsilon positif, il existe n
C'est-à-dire que PQ supérieur ou égal à n implique que D de XPXQ est inférieur à... Et là, je prends epsilon sur alpha, c'est-à-dire que c'est cet alpha-là, qui est strictement positif. D'accord? Donc je peux faire ça. Et du coup, D' de XPXQ, qui est inférieur ou égal à alpha D de XPXQ, va être inférieur à ça fois alpha, c'est-à-dire epsilon. Donc, quel que soit epsilon, à partir de ce rang-là, on a ça. Donc ça prouve que Xn est une suite de Cauchy dans ED'. Donc si c'est une suite de Cauchy dans ED', c'est une suite de Cauchy dans ED'. La réciproque, ben, c'est pareil, il suffit de remplacer D par D'. D'où le résultat. Espace métrique complet, on dit qu'un espace métrique est complet si toute suite de Cauchy est convergente et on dit qu'une partie A de E est complète si A dA est complet. Et donc ça, en fait, ça revient à dire que toute suite de Cauchy de A est convergente dans A. En effet, si A est complet et que je prends une suite de Cauchy, c'est presque évident en fait. À la limite, il n'y a pas de démonstration, quoi. Alors Xn converge dans A vers petit a, et donc quel que soit, j'ai ça. Et là, je peux remplacer dA par D. Et donc je vois que Xn converge pour D vers A appartenant à A, et donc j'ai bien ça. Réciproquement, si je prends, pour démontrer que A est complet, je prends une suite de Cauchy pour dA, donc j'ai ça, je peux remplacer dA par D, donc c'est une suite de Cauchy ici, dans E, et je sais qu'elle converge dans A, d'accord? Donc j'aurai ça, avec A appartenant à A, d'accord? Et je reviens à dA, et donc je vais avoir ça, et donc je vois qu'elle converge dans A dA, et donc A est complet. ED est un espace métrique A, une partie non vide inclus dans E, E complet et A fermé implique A complet, A complet implique A fermé. Démonstration du petit 1. Xn, il faut démontrer que A est complet, donc je prends une suite de Cauchy dans A, donc elle est aussi de Cauchy dans E, parce que il suffit de remplacer D par dA, qui est complet et donc qui converge vers A appartenant à E. Mais les Xn appartiennent à A et A est fermé, donc A appartient à A. Donc Xn converge dans A, donc A est complet. Petit 2, il faut démontrer que A est fermé soit Xn une suite de A qui converge vers A appartenant à E, oui, oui. Comme elle est de Cauchy dans ED, donc aussi dans A, avec des éléments de A, mais A est complet, donc elle va converger vers A appartenant à grand A. Le petit a, là, il appartient à grand A. Donc A est fermé puisque tout de suite Xn convergente à sa limite en conséquence, si A est une partie non vide de E, et que E est complet, ça c'est important, alors A complet équivaut à A fermé, c'est évident. De toute façon, on a... alors, E est complet. Ben, ce qui est sûr, alors... si A est complet, alors A est fermé. Ah, donc ça c'est bon, d'accord. Et si A est fermé comme E est complet, A est complet. Donc c'est bon aussi. Remarque, alors ça n'a rien à voir en fait. J'aurais pu le mettre avant, tout de suite Xn de Cauchy dans ED est borné. En effet, comme c'est une suite de Cauchy, il existe un rang à partir duquel D de Xn, Xp est inférieur à 1. Donc P supérieur ou égal à N, je remplace en fait petit n par grand N. Ça implique que D de X grand N, Xp est inférieur à 1. Et je prends M, le plus grand du nombre 1, et puis de tous les D, de toutes les distances de Xn à Xk, quand K est compris entre 0 et N-1. D'accord? Et à ce moment-là, je vais avoir D de X grand N, Xk, qui va être inférieur ou égal à N, quel que soit K appartenant à N. Donc ça veut bien dire que cet ensemble-là est borné, et donc que la suite est bornée. Soit ED est un espace métrique, il est complet si et seulement si pour tout de suite Fn décroissante de fermé non vide dont le diamètre tend vers 0, il existe A tel que l'intersection des Fn sera réduite à A. Donc on suppose l'espace complet, comme les Fn sont non vides, on prend Xn appartenant à Fn dans chaque Fn. Delta Fn tend vers 0, donc quel que soit epsilon positif, il existe n tel que n supérieur ou égal à n implique delta Fn inférieur ou égal à epsilon. Si on prend np supérieur ou égal à n, du coup comme xn appartient à Fn, il appartient aussi à f grand n, pareil pour xp, et donc la distance entre les deux va être inférieure ou égale
au diamètre de Fn, puisqu'ils sont tous les deux dans Fn, donc à epsilon. Donc quel que soit epsilon positif, il existe n, tel que ça implique d de xn xp inférieur ou égal à epsilon. Donc la suite est Cauchy dans le complet, donc elle est convergente vers A. Supposons que A n'appartienne pas à l'intersection, donc il existe n0 appartenant à n, tel que A n'appartient pas à Fn0. Fn0 qui est fermé, donc le complémentaire est ouvert, donc on peut trouver une boule qui est incluse dans le complémentaire, et donc la boule intersection Fn0 est égale à vide. Et xn tend vers A, donc il existe n tel que n supérieur ou égal à n, implique que xn appartient à cette boule, donc pas à Fn0, d'accord, quel que soit n supérieur ou égal à n, ce qui est faux, parce que pour n supérieur ou égal à sub des deux, comme n est supérieur ou égal à n0, xn va appartenir à Fn qui est inclus dans Fn0. Donc xn va appartenir à Fn0. Donc il y a une contradiction. Donc ça veut dire que A appartient à l'intersection. Supposons qu'il y ait B aussi dans cette intersection, B différent de A. Donc comme ils appartiennent à Fn, quel que soit n, puisqu'ils appartiennent à l'intersection, D de A à B peut être inférieur ou égal à delta de Fn, quel que soit n. D'accord? Donc là, on a un nombre strictement positif qui est inférieur ou égal à delta de Fn, quel que soit n. Donc delta de Fn ne va pas tendre vers 0, puisqu'elle est toujours supérieure ou égale à d de AB. Donc il y a une impossibilité, donc delta Fn est bien réduite à A. Réciproque, on suppose maintenant xn de Cauchy, suite de Cauchy, il faut démontrer qu'elle est convergente, quel que soit epsilon positif, il existe n, tel que np supérieur ou égal à n, implique d de xp, xn xp inférieur à epsilon. On prend en égale l'ensemble des xk, k supérieur ou égal à n, fn l'adhérence de n, donc on a une suite fn décroissante de fermée. N supérieur ou égal à n, xp, xq appartient à en, donc pq supérieur ou égal à n, et d de xp, xq est inférieur à epsilon. Delta en est donc, puisqu'on a pris deux éléments quelconques de en, on voit que leur distance est inférieure à epsilon, donc le diamètre est inférieur ou égal à epsilon. Donc, je sais pas pourquoi. Donc le diamètre de en, c'est-à-dire en c'était ça. D'accord? Mais le diamètre de Fn c'est le même que le diamètre de n, puisque là c'est l'adhérence. Donc delta de Fn est inférieur ou égal à epsilon. N supérieur ou égal à n implique que delta de Fn est inférieur ou égal à epsilon. Donc quel que soit epsilon positif, il existe grand n, tel que ça implique ça. Donc delta Fn tend vers 0. D'après l'hypothèse, l'intersection des Fn est égale à A. Donc A est l'unique valeur d'adhérence de la suite xn. Mais xn est une suite de Cauchy, donc avec une valeur d'adhérence. Donc elle est convergente vers A. Donc toute suite de Cauchy est convergente. Et on a des... On a un espace métrique. On rappelle que ED est précontact. Si quel que soit epsilon positif, il existe un recouvrement fini de E par des boules ouvertes de rayons inférieurs ou égal à epsilon. Si ED est compact, alors il est très compact. Et s'il est précompact, alors il est séparable, donc à base de topologie des nombres. Tout ça, ça a été démontré dans la leçon consacrée aux espaces métriques. Là, on va démontrer le théorème suivant qui dit que ED est compact si et seulement si il est complet et précompact. Démonstration, dans un sens, c'est immédiat, parce que comme il est compact, il est précompact, on prend une suite, donc c'est fait, il n'y a plus qu'à démontrer qu'il est complet, soit xn une suite de Cauchy, comme il est compact, elle a une sous-suite convergente, mais comme elle est de Cauchy, elle va donc être convergente, la suite xn, donc ED est complet. Réciproquement, c'est plus compliqué. ED est complet et précompact. Soit xn une suite quelconque de E, donc on va démontrer qu'on peut en extraire une sous-suite convergente. ED est précompact, donc on peut avoir un recouvrement par des boules de rayons à demi. Une de ces boules contient une infinité de xn au sens d'une infinité de n en réalité, d'accord? Parce que les xn peuvent très bien être égaux. C'est l'indice qui compte. Donc on va trouver une sous-suite que je note x alpha 1 de n, alpha 1 étant une injection de n vers n, sous-suite donc de xn, qui va donc être dans une boule que je note comme ça. On recommence avec x alpha 1 de n, on en extrait une suite x alpha 2 de n, parce que on recouvre l'espace par ces boules de rayon 1 quart, et une de ces boules contient une infinité
d'éléments de celle-là. Donc on a une suite x alpha 2 rond alpha 1 de n, toujours avec alpha 2, une injection de n vers n. D'accord? Voilà. Et donc, comme c'est une sous-suite d'une sous-suite, c'est elle-même une sous-suite de xn. Et puis, on continue comme ça. Donc là, ils sont dans cette boule-là. À l'étape P, on a une sous-suite x gamma n, d'accord, où gamma est égal à ça, est une injection de n vers n qui va être contenue, oui, alors dans toutes les boules qui précèdent, parce que là, à l'étape 2, par exemple, elles étaient dans la première boule et dans la deuxième boule, d'accord, et d'une étape à l'autre, on rajoute en fait une boule, hein, d'accord. Donc celle qui, à l'étape P plus 1, elle va être aussi dans l'intersection de toutes les boules. Je vous laisse lire ça, mais en recouvrant E par des boules de rayon 1 sur 2 puissance P plus 1, on extrait encore une sous-suite et donc on a ça. Bah maintenant qu'on a construit donc à l'infini, hein, qu'on a construit ces sous-suites avec ces boules, on considère la suite diagonale, c'est-à-dire qui est comme ça. J'appelle gamma P la composée ici. Et je note que c'est bien une sous-suite de la suite xn. Je vérifie quand même que tous les indices, parce que là c'est un petit peu particulier, hein, cette suite diagonale. Donc je vérifie quand même pour les indices, gamma de P plus 1, P plus 1, c'est alpha P plus 1 rond gamma P de P plus 1, et donc c'est supérieur ou égal à gamma P de P plus 1, puisqu'on a une injection de n vers n, et ça c'est supérieur à ça. Donc on a bien une sous-suite. Alors je l'appelle YP, on a une sous-suite de Xn. Alors pour PK, PQ supérieur ou égal à K, les YP et YQ vont appartenir à cette boule-là. Donc D de YP et YQ, d'après ce que j'ai dit avant, hein, donc est inférieur ou égal à ça, donc ça va être inférieur ou égal à 1 sur 2 puissance K-1 que je peux rendre inférieur à un epsilon que je me donne, un epsilon quelconque. À partir d'un certain rang, ça sera inférieur à epsilon. Et donc, cette suite YP, qui est en fait cette suite diagonale, sous-suite de Xn, va être de Cauchy. Dans un espace qui est complet, donc elle va être convergente, cette sous-suite. Donc j'ai trouvé une sous-suite de Xn qui est convergente. Hein, j'ai pris au départ une suite, j'ai pris au départ une suite de E, j'ai trouvé une sous-suite qui était convergente, donc ça veut bien dire que l'espace est complet. Ça veut dire un espace métrique, toute partie compacte de E est complète. C'est évident. Hein. A, si A est une partie compacte de E, donc il est compact pour cette topologie, mais on sait que il va être compact pour la topologie induite, qui est en fait la topologie ADA. Donc il va être complet, puisqu'on a démontré que quand un espace comme ça est compact, il est complet. Donc c'est terminé. R, θR est un espace complet. Alors, évidemment, la conséquence, c'est que tout de suite, de réel de Cauchy est convergente. Démonstration, soit Xn, une suite de Cauchy de R, elle est donc bornée. Donc, comme elle est bornée, on a ça, quel que soit n. Et donc, comme cet intervalle est un borné, il est compact. Il est compact, donc complet. Et Xn va donc être une suite de cet ensemble qui est complet. D'accord? Et c'est une suite de Cauchy. Donc Xn va converger dans cet ensemble. Donc elle va aussi converger dans R. Donc toute suite de Cauchy de R est convergente. Donc R est complet. Le théorème très connu du point fixe, on a un espace métrique D complet et une fonction f de xt vers lui-même, lipschitzienne de coefficient lambda appartenant à 0,1. Donc on a ça. Alors il existe un unique point A invariant par f, c'est-à-dire vérifiant f de A est égal à 1. Démonstration, si lambda est égal à 0, ça nous donne que d de f de x, f de y est inférieur ou égal à 0 fois quelque chose, donc est égal à 0, quel que soit xy, ça veut dire que f de x est égal à f de y, quel que soit xy, donc f est une fonction constante, type f de x égale a, où a est un élément de E. Et donc il va vérifier, en remplaçant x par a, f de a est égal à a, et donc a est invariant. Supposons que f de b soit égal à b, alors puisque f de b est toujours égal à a,
eh bien ça nous donne tout de suite que A est égal à B, et d'où le résultat, l'unicité. Alors on suppose désormais que K n'est pas nul, donc il appartient à cet intervalle ouvert 0, 1, soit x0 appartenant à E quelconque, et xn, la suite définie par la relation de récurrence, xn plus 1, est égal à f de xn, quel que soit n appartenant à n, soit pq appartenant à n, p inférieur ou égal à q, et à ce moment-là, on a, en appliquant l'inégalité triangulaire, je vous laisse vérifier, on a ça. Mais d de xi, x plus 1 est inférieur ou égal à lambda i, d de x0, x1. Alors c'est facile à vérifier par récurrence, c'est évidemment vrai à l'ordre i égale 0, puisque lambda à la puissance 0, ça fait 1. Et si je suppose que c'est vrai à l'ordre i, je remarque que d de xi plus 1, xi plus 2 est inférieur ou égal, pardon, à... est égal à d de f de xi plus 1, pardon, est inférieur ou égal à lambda d de xi plus 1, et comme celui-là est inférieur ou égal à lambda i d de x0, x1, j'obtiens bien lambda i plus 1 d de x0, x1, donc la propriété est héréditaire, d'après le théorème de récurrence, elle est toujours vraie. Donc j'ai tout le temps ça. Donc finalement, je prends ça, et bien je vais pouvoir dire ça. D'accord? Et ça nous fait d de x0, x1 multiplié par 1 moins lambda à la puissance q moins p sur 1 moins lambda multiplié par lambda p, c'est-à-dire ça. Voilà. Donc, et ça va être inférieur ou égal à lambda p sur 1 moins lambda d de x0, x1. Si je prends p et q supérieur ou égal à n, j'obtiens que d de xp, xq est donc inférieur ou égal à lambda puissance n sur 1 moins lambda d de x0, x1. Pourquoi? Parce que quand p est supérieur ou égal à n, eh bien lambda puissance p, il est plus petit que lambda puissance n, vu que lambda est entre 0 et 1. Donc ce lambda entre 0 et 1, justement, lambda puissance n étant vers 0, quand n tend vers plus l'infini, en décroissant, donc si je me donne epsilon, je vais trouver n tel que on est ça. Et donc, quel que soit epsilon positif, il existe n, ou alors ça peut être inférieur ou égal, on s'en fiche. Donc, quel que soit epsilon positif, il existe n tel que n supérieur ou égal à n, implique ça. Et donc, ça nous fait que xn est une suite de Cauchy dans E complet. Donc, elle est convergente de limite A appartenant à E. Alors, xn plus 1 est égal à f de xn, et limite de xn est égale à A. Comme f est continue, limite de f de xn va être égale à f de A. Mais limite de xn plus 1, c'est la même limite que celle de xn, donc c'est A. Et donc, j'ai A est égal à f de A, donc A est invariant. Donc c'est un point fixe. Supposons qu'il y ait un autre point fixe différent de A. Alors d de f de A, f de B est inférieur ou égal à lambda d de AB, qui nous donne, puisque f de A est égal à A, f de B est égal à B, que d de AB est inférieur ou égal à lambda d de AB. Mais comme A est différent de B, d de AB est strictement positif, donc je peux simplifier et j'obtiens que 1 est inférieur ou égal à lambda, ce qui est faux. Donc A est bien le seul point invariant par F, d'où le résultat. Alors une remarque pour finir, c'est que ce point invariant étant unique, il ne dépend pas du x0 que j'ai fixé au départ. Donc quel que soit x0 appartenant à E, la suite xn définie par la relation de récurrence xn plus 1 est égal à f de xn est convergente de limite A. Propriété ED, E'D', deux espaces métriques F, une application du premier vers le second, qui est un homéomorphisme, donc bijection F et F-1 continu, mais F et F-1, on leur demande d'être plus que continu, puisqu'on leur demande d'être uniformément continu. Alors, ED est complet si et seulement si E'D' est complet. Démonstration, on suppose ED complet, et on prend une suite exprimène de Cauchy dans E'D' avec epsilon prime positif, f-1 étant uniformément continu, il existe nu prime positif, tel que x pour x', y' appartenant à E' et vérifiant d' de x', y' inférieur à nu', on a d de f-1 de x', f-1 de y' est inférieur à epsilon. X' est de Cauchy, donc il existe n',
appartenant à n, tels que PQ supérieur ou égal à n', implique que D de X'P, X'Q inférieur à nu', implique que D F-1 de X'P, que j'appelle XP, F-1 de X'Q, que j'appelle XQ, inférieur à epsilon. En fait, j'ai posé Xn égale F-1 de X'N, quel que soit n appartenant à grand N. Et donc, oui, alors pourquoi j'ai ça? Eh bien parce que comme j'ai ça, ici, si vous voulez, je remplace en fait X' par X'P, Y' par X'Q, et donc voilà pourquoi j'ai ça. Et donc, clairement, la suite XP est de Cauchy, puisque quel que soit epsilon positif, à partir d'un certain rang, j'ai ça. Donc, elle est de Cauchy dans ED qui est complète, donc elle est convergente de limite A. F est uniformément continue, donc quel que soit epsilon positif, il existe nu positif, que D de xy inférieur à nu implique D' de f de x, f de y inférieur à epsilon. Et xn tend vers A, donc il existe n tel que pour n supérieur ou égal à n, on a D de xna qui est inférieur à nu. Donc, en fait, ici, en remplaçant x par xn, y par a, je vais obtenir ça, D' de f de xn, f de a inférieur à epsilon. Mais f de xn, c'est quoi? F de xn, c'est x'n. Donc, ça nous fait que D' de x'n f de a est inférieur à epsilon à partir d'un certain rang. Donc, la suite x'n tend vers f de a. Donc en fait, j'étais parti d'une suite x'n qui était de Cauchy dans E'D'. J'ai montré qu'elle était convergente. J'en déduis que X'D' est complet en échangeant E et E'. Hein, et sauf que c'est pas X', hein, c'est E'. Hein, voilà, c'est E'. Eh bien, j'en déduis donc en échangeant E' et E, j'en déduis la réciproque. D'accord. Et donc le résultat, DD' de distance uniformément équivalente sur un ensemble E. Alors je rappelle ce que ça veut dire, hein. Ça veut dire qu'il existe alpha positif, bêta positif, tel que D est inférieur ou égal à alpha D', D' inférieur ou égal à bêta D. Ça signifie que quel que soit AB appartenant à E, D de AB, distance de AB est inférieure ou égale à alpha distance, enfin D' de AB, et D' de AB est inférieur ou égal à bêta D de AB. Et on sait, on l'a démontré dans le chapitre sur les espaces métriques, oui, que la topologie définie par D est égale à la topologie définie par D'. Bon, mais moi, là, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de voir que quand on a ça, eh bien, on a l'équivalence D complet et ED' complet. En effet, si je prends l'identité d'application qui a X appartenant à ED associe X appartenant à ED', elle est évidemment bijective, et elle est lipschitzienne parce que D' de IDA, IDB, donc ça fait D' de AB, c'est inférieur ou égal à bêta D de AB. D'accord, hein, puisque ça fait A, et puis ça fait B. Voilà, quel que soit AB. Et donc lipschitzienne, donc elle va être uniformément continue. D'accord. Et de la même façon, ID-1 va être uniformément continue. Donc d'après la propriété précédente, hein, on a un homéomorphisme avec des f et f-1 qui sont uniformément continus. Eh bien on sait que on a ça, sauf que là, ben, E' c'est E. Hein. Donc on a bien dans ce cas-là ED complet, si et seulement si ED' est complet. Suite de Cauchy dans un espace produit, on a les espaces métriques IDI, E le produit de ces espaces. On rappelle que DE de XI, YI est égal à ça, DS et D sigma, pareil, G8, ce sont des distances uniformément équivalentes sur E qui définissent donc la même topologie, qui est en fait la topologie produit des θ. Soit X, tout ça, ça a été démontré, hein. Soit XK, une suite de E, on va la noter comme ça, hein, et quel que soit I, on a donc une suite pour I allant de 1 à N, on a ces suites-là qui sont des suites de I. Alors, si D appartient à cet ensemble, ou bien si D d'ailleurs est une distance uniformément équivalente à l'une quelconque de celles-là, puisqu'elles sont toutes uniformément équivalentes, eh bien, dire que xk est une suite de Cauchy de ED, ça équivaut à dire que quel que soit I, xk est une suite de Cauchy de EID. Et ED est complet si et seulement si, quel que soit I,
EIDI est complet. Démonstration du premier, donc on prend une D est égal à DS, on prend une suite de Cauchy de E, et donc on a facilement ça. Et ce DS là, il veut dire que le sub des DI XIP, XIQ est inférieur à epsilon, donc ils sont tous inférieurs à epsilon, donc on a des suites de Cauchy de EIDI, terminé. Et la réciproque, on prend I entre 1 et N, epsilon. Comme elles sont toutes de Cauchy, ben, il existe NI tel que l'on est ça. Et donc, on va prendre N égale le sub des NI. Et comme ça, pour PQ supérieur ou égal à N, on aura ça pour tous les I. Donc, on aura le sub qui sera inférieur ou égal à epsilon. Et donc, ds de xpxq qui sera inférieur à epsilon. Et donc, xk est une suite de Cauchy de ds. Voilà. Et comme ils sont tous uniformément équivalentes, on a donc dire que ça équivaut à dire ça équivaut à dire ça. Voilà. Donc on a bien, pour l'une quelconque de ces trois-là, on a bien l'équivalence. Alors la deuxième maintenant, si ED est complet, on prend I0 entre 1 et N. AK est donc une suite de Cauchy de... on prend une suite de Cauchy de EI0 DI0. Donc elle vérifie ça, d'accord? Et pour chaque I qui n'est pas égal à I0, on choisit un YI appartenant à EI et on pose XIK égale YI, c'est constante. On pose XI0K égale AK, d'accord? On a donc la suite XK avec ça, et DI de XIP XIQ va être égal forcément à DI de I. Alors, si I est différent de I0, ça va être égal à DI de YI, c'est-à-dire 0. Et donc, comme ça fait 0, quand je prends le sup des DI de ça pour I allant de 1 à N, bah, le sup, ça va être celui-là. Ça, DI0 de XI0P, XI0Q. D'accord? C'est-à-dire DI0 de AP à Q qui est inférieur à epsilon dès que P et Q est supérieur ou égal à N. Donc, j'obtiens que XK est une suite de Cauchy de ED qui est complète, donc convergent. Donc la suite va être convergente. Et donc, puisque la composante d'ordre I0 va donc être aussi convergente. D'accord? Et donc j'obtiens que la suite AK est convergente. J'étais parti d'une suite de Cauchy, elle est convergente. Donc ça prouve bien que cet espace-là est complet. Et ceci, quel que soit I0. Donc, quel que soit I allant de 1 à N. La réciproque, si XK est de Cauchy dans EDS, chaque XIK, on l'a vu, est de Cauchy dans EIDI, qui est complet, donc chaque XIK va converger, et on sait que si chaque composante converge, eh bien la suite est convergente dans EDS. Et donc, on était parti d'une suite de Cauchy, on obtient une suite convergente, donc ça veut bien dire que E est complet. Conséquence immédiate, pour n supérieur ou égal à 2, Rn muni de la distance, soit dE, soit ds, soit d sigma, est un espace métrique complet. En effet, R muni de cette distance classique est un espace métrique complet, et Rl, ben, c'est rien d'autre que le produit de R muni de cette distance-là. Et on vient de voir précédemment qu'alors, c'est un espace complet.